Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver une fois de plus sur Gandhi Malien TV pour notre émission d'analyse géopolitique, une émission qui traite les sujets d'actualité politique nationale et internationale. Aujourd'hui, les principaux thèmes sont les suivants. Le coup d'État au Niger survenu mercredi 26 juillet 2023. Le deuxième thème porte sur la visite des chefs d'État africains en Russie. Pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau M. Issa Diawara, dit général, analyste géopolitique, géostratégie. Bonsoir, général. Madame, bonsoir. Comment allez-vous? Non, Dieu merci, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que vous me faites l'honneur d'intervenir aujourd'hui. D'habitude, nous faisons cette émission en langue bambara. Aujourd'hui, vous me faites l'honneur peut-être d'intervenir en français à l'endroit du public africain qui soutient le Mali. Donc, qui soutient le Mali et qui soutient aussi le combat panafricain. Merci pour cette invitation. Merci bien. Alors, je le disais, le président nigérien Mohamed Bazoum, au pouvoir depuis 2021, a été renversé mercredi 26 juillet par les militaires. Dans un communiqué diffusé à la télévision nigérienne le même jour, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, composé des forces de défense et de sécurité, a mis fin au régime de Mohamed Bazoum en raison de la détérioration de la situation sécuritaire et de la mauvaise gouvernance économique et sociale. Alors, général, que pensez-vous de ce coup d'État survenu au Niger mercredi dernier? Ok, merci, madame. Nous sommes sur un plateau africain, africain et même, je peux dire, mondial, dans la mesure où tous les peuples opprimés du monde sont en train d'apporter, en tout cas, leur soutien à ce que nous faisons. Merci beaucoup. En fait, pour nous, panafricains, ce n'est même pas un coup d'État. Pour nous, c'est juste une révolution. C'est une révolution populaire, parce que n'oubliez pas, il y a eu plusieurs manifestations contre le régime de Bazoum, des manifestations depuis leur fameuse élection, puisque les Occidentaux aiment dire, j'attends beaucoup, et même dans le communiqué de la CEDEAO, qu'il s'agit d'un président qui a été élu démocratiquement. Et nous autres, nous pensons que Bazoum n'a jamais été élu démocratiquement. Bazoum n'a fait peut-être que tricher les élections avec la bénédiction de son parrain, Mamadou Youssoufou. Donc pour nous, d'abord, son élection a été très contestée. Ça, c'est le premier point. Le second point, dans ce qui se passe, c'est que vous savez, à force d'étouffer une révolution pacifique, vous la rendez violente. À force, en tout cas, d'étouffer une révolution pacifique, vous la rendez très violente. Et c'est ça que les Bazoum ont fait. C'est-à-dire, en muselant toute la presse au Niger, vous allez voir que la presse a mis du temps avant de réagir là-dessus. En muselant, en tout cas, la société civile, vous avez vu, nous avons vu des images, une vidéo où un frère du Niger dit haut et fort qu'en fait, même leurs boutiques, leurs magasins, leurs revenus, tout a été détruit pour construire quoi en lieu et place, et des villas, des immeubles, des buildings, une sorte de complexité, une sorte de complexe à l'égard, bien sûr, du monde occidental. Donc, pour nous d'abord, non seulement c'est pas un coup d'État, donc ça fait longtemps que les Nigériens se plaignent de leurs conditions. Mais Bazoum, il les a étouffés. Lui-même, Bazoum, à plusieurs reprises. N'oubliez pas que Bazoum avait applaudi ce que vous appelez sur des coups d'État quand le général, en tout cas quand Salou Djibo avait pris le pouvoir en 2009-2010, Bazoum était dans la rue, il avait applaudi. Bazoum avait applaudi déjà, en tout cas, ce coup de force. Et aujourd'hui, je pense qu'il arrive la même chose à Bazoum. Donc pour nous, c'est tout naturel, parce qu'il avait déjà applaudi une première fois. Aujourd'hui, que c'est son tour, il doit juste applaudir une deuxième fois. Donc nous pensons que c'est pas un coup d'État en tant que tel, c'est le peuple qui a pris le pouvoir. Simple preuve, vous avez vu quand les militaires ont d'abord déposé Bazoum, la jeunesse de son parti est sortie, essayer de manifester, parce que ce sont des gens qui vont s'éloigner, en tout cas du luxe du pouvoir, qui vont s'éloigner des gains faciles. Donc comprenez normal qu'ils se battent pour en tout cas leur survie. Mais derrière, tout de suite, qu'est-ce que nous avons vu? Le lendemain matin, c'est le vrai peuple du Niger qui est sorti. Donc le vrai peuple est sorti pour montrer que nous sommes avec l'armée. Ceci est notre combat et nous soutenons ce combat. Et l'Occident voulant jouer à une division, en faisant croire bien sûr que ceux qui avaient pris le pouvoir, les Nigériens, ce ne sont pas des Togolais ou des Béninois ou des Maliens qui ont pris le pouvoir là-bas, il s'agit des Nigériens qui ont pris le pouvoir au Niger. Donc l'Occident a voulu faire croire que oui, l'armée était divisée, il y avait une faction qui est restée loyaliste. Immédiatement, quelques heures après, l'armée a fait une communiqué, les chefs d'état-major général, pour dire que nous, notre armée, elle est unie. On ne va pas vous laisser un terreau, en tout cas pour vous adosser à une force quelconque de l'armée nigérienne
pour bien sûr agresser les palais présidentiels du Niger, agresser bien sûr nous, nos camarades, nous, nos collègues, nous, nos amis, nos frères, qui bien sûr retiennent votre valet, en tout cas en détention au niveau du palais. Donc, il y a une unité aujourd'hui au niveau de l'armée nigérienne. C'est un problème nigérien qui ne doit avoir que des solutions que nigériennes. Merci beaucoup, madame. D'accord. Vous venez de le dire, il y a eu des manifestations devant l'Assemblée nationale et même dans la rue de Niamey, la capitale. Donc, oui. Est-ce qu'on peut dire que ce coup d'État était prévisible au Niger? Ce qui arrive était prévisible. Moi, j'ai vu tellement le mot coup d'État. Ce qui arrive au Niger était prévisible. Pourquoi? J'y reviens là-dessus. Vous savez ce que nous, on appelle, ce que l'Occident nous fait appeler coup d'État, en fait, ne va que dans le sens peut-être des intérêts de l'Occident. Ce qui s'est passé au Tchad, la France n'a jamais dit que c'était un coup d'État. Pourtant, nous sommes dans une situation d'un parricide. Ça dit, c'est le papa en tout cas du jeune homme qui est décédé. Après, c'est les jeunes qui prennent le pouvoir. Il vient succéder à son père. Et une condition non élucidée. Et très bizarrement, Emmanuel Macron a fait les déplacements pour aller féliciter ces derniers pour la mort de son père et pour avoir succédé à la mort de son père. Et jamais personne n'a été jugé dans cette situation, dans ce qui se passe au Tchad. Pourtant, le fils du défunt aujourd'hui a tous les leviers du pouvoir pour juger qui il veut, comme il veut. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le président Idriss Déby Itno continue de dormir tranquillement dans sa tombe peut-être. Son fils collabore bien avec Macron, peut-être sans doute ses assassins. Son fils se retrouve régulièrement bien sûr du côté de Paris, tout comme les gens de Paris viennent du côté du Tchad. Parce que cela va dans le sens des intérêts de la France. Et en Afrique centrale, personne n'a sanctionné le Tchad pour cela. Mais en Afrique de l'Ouest, il y a prise de pouvoir à la suite de plusieurs manifestations, ce qui n'était pas le cas au Tchad. À la suite de plusieurs manifestations contre le régime en place, que ce soit au Mali, au Burkina, en Guinée, actuellement au Niger. Et c'est là que l'Occident parle de coup d'État. Parce que ça ne va pas dans le sens des intérêts des Occidentaux. Donc tout ce que l'Occident considère, tout ce que la France considère comme coup d'État, pour nous ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Et tout ce que la France va considérer comme une situation normale, comme une révolution, nous on considère cela comme un coup d'État. Par exemple, le massacre, l'assassinat du guide libyen Kadhafi, la France ne va jamais appeler ça coup d'État. Pourtant, c'est un leader africain qui a été assassiné. Donc, la France et nous, aujourd'hui, par la colonisation, ils nous ont imposé leur langue, mais par la force des choses, nous savons aussi manier leur langue, nous avons compris qu'en réalité, nous n'utilisons pas le même vocabulaire quand il s'agit des intérêts, soit de l'Afrique, soit de l'Occident. Donc, Macron, il est dans son logiciel de défendre les intérêts, en tout cas, de la France. Si leur intérêt aujourd'hui, comme une hyène, c'est bien sûr de vouloir se nourrir d'autres, en tout cas, animaux. Si leur intérêt aujourd'hui pour eux, c'est d'amener des marionnettes à la tête des États africains, essayer en tout cas de nommer qui ils veulent dans ce qu'on appelle dans leur fameuse démocratie, semblant de quelque chose là. Et nous autres, nous pensons que cette voie tracée qu'ils appellent la démocratie là ne permet pas l'accès au pouvoir, en tout cas des panafricains, des nationalistes, des souverainistes. Il n'y a que des valeurs occidentaux qui vont se relayer au pouvoir pour sauvegarder les intérêts des Occidentaux contre les intérêts des peuples d'Afrique. Bon, c'est pourquoi, une fois de plus, pour nous, c'est pas coup d'État. Maintenant, il y a eu beaucoup de manifestations, c'était prévisible. Les gens étaient, en tout cas, étouffés, on abusait des populations. Comment expliquez-vous le fait qu'un président dit publiquement sur des médias que lui, son armée ne fait pas le poids face aux terroristes? Il n'y a pas d'excuse. Il ne mérite pas d'être chef d'État du Niger dans ce cas. Il doit être chef d'État de la partie terroriste, soit il doit être chef d'État en tout cas ailleurs. Un chef d'État, tu es le chef suprême des armées. Il ne peut pas se tenir à la télé. En tout cas, ses troupes sont en train de suivre de près. Les jeunes soldats nigériens qui tombent, en tout cas sur les fronts, comptent sur lui pour trouver la solution au problème. Et non pas venir dire que non, écoutez, vous devez continuer peut-être à mourir et que la solution n'est autre que de nous faire sécuriser par les forces otaniennes. Mais les Nigériens ne se retrouvent pas dans ça. La défense d'une patrie doit d'abord revenir aux citoyens de ce pays, ce qui est très normal. On pouvait comprendre que le Niger puisse avoir des conseillers, des conseillers militaires dans ce sens, mais pas des troupes de l'OTAN et de surcroît des troupes expulsées du Mali pour insuffisance des résultats. Ça n'a pas de sens.
Ce sont des gens qui sont expulsés du Mali, les militaires expulsés du Mali, parce qu'ils n'ont pas fait de résultats pendant plus de 10 ans. Et toi, Bazoum, tu accueilles, en tout cas, ces défaitistes, tu accueilles, en tout cas, ces descendants de Pétain, chez toi, pour espérer quoi que ce soit, nous ne savons pas. Et au même moment, c'est dit dans le communiqué, je crois, le général Abdourahmane Tiani, qui a pris le pouvoir, il est revenu là-dessus, il était inadmissible, parce que c'est qu'ils ne comprennent pas. Et c'est que nous, autres Africains, nous ne comprenons même pas. C'est quoi? C'est que nous avons un problème commun. C'est-à-dire, c'est le terrorisme. Ce problème-là a été fabriqué où? A été créé où? En Libye. Quels sont les gens qui ont créé ces problèmes en Libye? Vous avez la France, les États-Unis, l'Angleterre et tous les autres. Ceux qui ont créé les problèmes en Libye et qui n'ont pas assuré service après-vente, parce que ce sont eux qui ont armé, en tout cas les terroristes, ce qu'on appelle terroristes, tout le monde en Libye, juste pour assouvir leur désir de vengeance ou de quoi contre Kadhafi. Ils ont fait de la Libye une pourriture, en tout cas un foyer, une industrie du terrorisme. Et la Libye produit les terroristes. Où est-ce que les terroristes là sont envoyés au Sahel? Dans les pays du Sahel, notamment le Mali, le Burkina et le Niger. Mais bizarrement, les fameux politiciens, c'est que vous appelez des gens élus démocratiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel aux mêmes gens qui fabriquent le terrorisme en Libye pour venir traiter les problèmes au Sahel. Et quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de traiter les problèmes au Sahel, ils implantent d'autres usines encore au niveau du Sahel. Voici le vrai problème. Donc, ils ont créé encore, la grande usine se trouve en Libye, mais ils ont créé maintenant des petites usines au niveau du Sahel. Une usine au Mali, une usine au Burkina, une usine au Niger, et de là, ça va fabriquer encore des terroristes qui vont se déporter ailleurs, dans d'autres pays africains. Voici un peu les plans de l'Occident. Et dans ça, le Mali s'est rendu compte, à la suite d'un soulèvement populaire, qu'il fallait mettre fin à cette histoire. Parce que les populations maliennes voyaient des hélicoptères atterrir la nuit, au moment où nous, on n'avait même plus, en tout cas, des vecteurs aériens. C'était les vecteurs aériens de l'Occident. Donc, des hélicos qui atterrissaient la nuit pour venir ravitailler les terroristes et autres. Donc, finalement, il fallait se soulever. Et si Bazoum accueille ces mêmes gens chez lui, mais à quoi il s'attend? Mais il s'attend bien sûr à un renversement. Mais il y aurait une révolution. Et dans ça, quand le peuple a commencé à dire non, qu'est-ce qu'il fait? Sa seule solution, c'est de mater le peuple. Sa seule solution, c'est d'intimider les gens. Récemment, il est sorti, il a fait une sortie médiatique à travers laquelle Bazoum dit quoi? Il dit oui, il y a des gens qui envisagent suivre le Mali, le Burkina, qui veulent faire le coup d'état ici. On vous a à l'œil, on va vous corriger. Maintenant, je me demande qui a été corrigé dans cette histoire. Donc, je pense que Bazoum s'est lui-même mis dans cette situation. Et bien sûr qu'il veut, non seulement qu'il paye, mais il va payer, et je suis convaincu, moi je fais confiance à la justice nigérienne, parce que beaucoup de morts au Niger sont le fait de Mohamed Bazoum, lui qui s'est comporté en tout cas en chef de gang contre les intérêts du peuple du Niger, parce qu'il est inadmissible de comprendre, de voir la pauvreté du Niger aujourd'hui, un pays électrifié même pas 40%, mais la France a 56 réacteurs nucléaires, et pourtant ces 56 réacteurs nucléaires fonctionnent à partir de l'uranium extrait du Niger. On me dira que non, la France tient son uranium aussi de l'Ouzbékistan ou bien de Kazakhstan ou même du Canada. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une façon, c'est trompe-l'œil, c'est une infime partie. La grande partie, en tout cas, de l'uranium que la France utilise dans ses réacteurs nucléaires provient directement du Niger. Et dans ça, les Nigériens, au lieu de s'enrichir, de profiter de leur richesse, ils ne connaissent que la pauvreté. Au même moment, Macron a du chauffage chez lui. Les gens comme les gens, Yves Le Drian là, ils ont du chauffage chez eux. Et Bazoum ne peut pas maintenir ce système pendant longtemps. Parce que les peuples d'Afrique comprennent. Les peuples d'Afrique ont appris. Ce n'est plus RFI et France 24. Tout le monde a accès à Internet. L'Occident a fabriqué l'Internet pour abrutir les autres dans ce qu'on appelle les soft power en géopolitique. Mais nous en servons aujourd'hui, bien sûr, pour combattre l'Occident lui-même. Ils nous ont imposé leur langue. Aujourd'hui, nous utilisons leur langue. Je discute avec mes frères du Sénégal, du Niger à la seconde. Nous avons toutes les informations. Nous allons utiliser leur langue pour renverser leur système. C'est de cela qu'il est question. Donc, tout ce que l'Occident pose comme geste contre l'Afrique finira par retourner contre l'Occident. Donc, Bazoum, je pense qu'il s'est préparé à cette situation. Aucun président
je sais qu'ils sont nombreux à suivre cette émission, mais aucun président africain qui prétend défendre les intérêts des Occidentaux ne sera suffisamment intelligent, ne sera suffisamment malin, ne sera suffisamment rusé, en tout cas pour détruire pendant 5 ou 10 ans l'Afrique au profit de l'Occident. Non. C'est des choses que les Africains vont très vite comprendre. Il y a une forte connexion entre les populations, entre les peuples. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent. J'ai vu certains, ce que vous appelez des chefs d'État, des gens comme Ambalo, qui est président avec moins de 300 000 voix, qui se disent démocrates, on ne veut plus de démocratie ici. J'ai dit Ambalo, appelez ça comme vous voulez. Nous aussi, nous ne voulons plus des chefs d'État marionnettes à la tête des États africains. C'est une lutte pour la libération de l'Afrique, et l'Occident peut continuer à fabriquer des gens qu'il appelle peut-être sortis de son usine de démocratie, donc des gens qui doivent être intouchables, des gens qui se dotent des textes pour qu'ils soient intouchables. Ils se disent démocrates. Non, si vous êtes démocrate, défendez les intérêts de votre pays. Mais vous ne pouvez pas l'être, sortir d'une usine de fabrication politique de l'Occident pour voler les peuples d'Afrique, et vous pensez immuniser contre le soulèvement, contre bien sûr le renversement de votre régime. Ce n'est pas possible. Madame, c'est un révolu. Nous disons au suivant. Merci. D'accord. Alors, à ce niveau justement, est-ce que vous pensez que les autres pays africains devraient se préparer à cette éventualité de coup d'État? Mais c'est une suite logique. C'est une suite logique. Si les autres pays africains veulent appauvrir l'Afrique pour l'Occident, oui, mais les dirigeants seront renversés. Ça, on ne fera pas de cadeaux. C'est pas nous qui le disons, mais tous les peuples d'Afrique, tous les peuples du monde aspirent au bonheur. Les petits Français veulent être hérés. Les jeunes Américains veulent être hérés. Et pourquoi les jeunes Africains doivent rêver de la misère? Pourquoi? Mais ils veulent manipuler des téléphones de dernière génération. Nos jeunes aussi aspirent à cela. Ils veulent avoir de bons salaires. Nos jeunes aspirent à la même chose. Ils veulent bien dormir. Les jeunes Africains aspirent à la même chose. Ils disent aux jeunes Africains même de ne pas aller chez eux. Simple preuve, ils sont en train de les noyer dans la Méditerranée. Et ils n'acceptent d'accueillir que, en tout cas, en fonction de leurs besoins de main d'œuvre. Mais pourquoi ils veulent que les jeunes d'Afrique restent en Afrique et ne pas rêver d'un bonheur en Afrique? Pourquoi ils veulent nous empêcher de construire, en tout cas, le bonheur en Afrique? C'est pas possible. Tous les peuples du monde, que vous soyez chinois, japonais, coréens, que vous soyez africain, que vous soyez, je ne sais pas, français, américain, je ne sais pas, australien, tout le monde rêve au bonheur dans ce monde. Et tout le monde veut vivre. Comme le disait Haïlé Selassie, l'empereur de l'Éthiopie. Tout le monde veut vivre. Donc, si tout le monde veut vivre, pourquoi demander aux Africains de ne pas vivre, en tout cas dans un monde qui est vivant? C'est l'impossible qu'on nous demande. Vous venez nous voler, et puis vous interdisez à nos enfants, à nos jeunes, d'aller en tout cas travailler chez vous. Vous appelez ça immigration clandestine. Au même moment, les Occidentaux accueillent plus de 5 millions d'Ukrainiens chez eux. Pourtant, ils ne volent rien en Ukraine. Mais chez nous, là où ils volent, ils ne veulent pas recevoir des enfants africains. Cela fait, en tout cas, objet de campagne d'un fameux Eric Zemmour, que je vois qui ressemble à Tintin, là. Et puis l'autre, là, une dame là qui s'appelle Marine Le Pen. Mais la chose est simple. Que l'Occident arrête de voler l'Afrique, nous n'avons pas besoin d'aller là-bas. Premier point. Même si l'Occident continue de voler l'Afrique, mais que l'Occident accepte que les Africains se soulèvent contre le vol. Mais attends, madame, quelqu'un ne peut pas aller chez vous, en train de vous voler, vous dites, bon, arrêtez, stop au vol, la personne est fâchée, la personne dit qu'elle va vous sanctionner. Les voleurs décident de vous sanctionner chez vous. Parce que l'Occident, ce que vous appelez CEDEAO haute là, l'Union africaine, c'est juste des créations de l'Occident pour dominer, en tout cas politiquement, l'Afrique. Si les Africains ont eu l'idée, mais dites-vous, aujourd'hui c'est des propriétés de l'Occident. La CEDEAO n'existe pas pour les populations d'Afrique de l'Ouest. Simple preuve, la CEDEAO est un club des chefs d'État. C'est un syndicat des chefs d'État. Donc en cas de coup d'État, il faut sanctionner tout un peuple à cause des noms. Et en réalité, la CEDEAO n'est pas un État. Je pense qu'Ambalo doit revoir ses leçons. La CEDEAO n'est pas un État. La CEDEAO est une communauté des États. Chaque État est censé gérer ses problèmes internes. Ils disent, ils justifient cela par, ils disent que le protocole de bonne gouvernance. Mais attendez, protocole de bonne gouvernance là, lutter contre les causes du coup d'État dans ces cas. Dites à l'Occident d'arrêter de nous voler. Dites à l'Occident d'arrêter d'imprimer une monnaie pour nous. Pourquoi nous imprimons le franc CFA? Au nom de quoi? Mais si les gens comme les Ambalo qui se disent démocrates là, les Macky Sall, les autres là, mais c'est simple. Qu'ils demandent un référendum dans leur pays autour du CFA, si les gens seront d'accord. Un référendum propre.
Mais personne n'a été consulté pour le CFA. Mais on nous impose, on nous imprime une monnaie. Est-ce que nous, Africains, nous, Maliens, on peut aller imprimer l'euro pour les Européens? Mais pourquoi des Européens doivent imprimer la monnaie pour nous, Africains? C'est ça l'injustice, en fait. Et dans cette injustice, on nous demande de ne pas nous battre. Si vous voulez vous battre, on dit non, nous, on a nommé un chef de famille chez vous. C'est nous avons choisi un dirigeant pour vous. Et ce dirigeant-là, il a été choisi démocratiquement. Donc ne les touchez pas. Vous comprenez le piège de cette fameuse démocratie, c'est un piège. Donc c'est simple. Ils doivent rouler pour les intérêts des peuples d'Afrique. Si vous travaillez pour les Africains, ne faites pas 10 ans. Vous pouvez faire 40 ans là-bas, nous on n'a pas de problème. Moi, honnêtement, histoire de 2 mandats, 3 mandats, c'est pas un débat pour moi. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le bonheur du peuple. Si vous travaillez correctement pour votre peuple, Kadhafi a fait 40 ans en Libye, mais si Kadhafi pouvait être là, travailler comme ça, si on a un Kadhafi, nous, on va même proposer 60 ans. Pour nous, ce qui compte, c'est le bonheur. Si les citoyens lambda ne regardent pas trop les visages politiques, en fait, ce que les citoyens lambda demandent, c'est un travail, c'est vivre dignement, c'est être heureux dans sa famille, c'est circuler librement, en tout cas avoir la sécurité et sur tous les plans, qu'elle soit sur les plans financiers, sur les plans en tout cas sécuritaires proprement dit, sur tous les plans, tout ce que en tout cas l'être humain aspire, c'est le bonheur. Donc nous on ne peut pas nous priver de ce bonheur. Nous on ne peut pas nous apporter le malheur et en lieu et place de notre bonheur, on prend ça, on amène ça aux enfants français. On ne peut pas envoyer des enfants ivoiriens, en tout cas se faire mordre par les serpents, produire du chocolat qui sera vilipendé aux enfants français qui vont consommer du chocolat jusqu'à se faire abîmer les dents. Au nom de quoi? Mais au nom de quoi on va accepter? Donc la chose est simple. Tout dirigeant africain qui ne veut pas être renversé, il faut travailler pour ton peuple. C'est le peuple qui va te protéger. Parce qu'il y a, en fait, beaucoup de dirigeants africains ont été à l'école occidentale. Ces dirigeants passent dans la plupart des cas que c'est l'Occident qui peut protéger. Or, l'Occident ne protège pas en fait. Il n'y a pas meilleure protection que son peuple. Si vous êtes avec votre peuple, le peuple va vous protéger. Si quelqu'un veut vous atteindre, il faut d'abord marcher sur le peuple. Mais pour ces gens-là, non, c'est l'Occident, puisque c'est l'Occident qui est instigateur de tous les coups d'État. Avec les réseaux focaux, avec les Bob Denard. Aujourd'hui, les gens disent coup d'État, mais qui a porté coup d'État en Afrique? Mais c'est l'Occident. Qui a renversé Sylvianis Olympio? Ce sont les Français. Qui a fait assassiner Lumumba? Mais ce sont les Belges. Mais on parle de coup d'État. Qui a renversé Modibo Keïta? Mais ce sont les Français qui étaient derrière. Qui a fait assassiner Thomas Sankara? Mais ils ont apporté des coups d'État pour changer tout ce qui était nationaliste, souverainiste ou panafricain. Et aujourd'hui, nous aussi, nous voulons renverser, puisqu'ils ont déjà fait leur coup d'État. Et ils ont amené leurs hommes. Aujourd'hui, nous, peuple d'Afrique, nous avons compris la gouvernance mondiale. Nous avons compris comment les choses fonctionnent. Donc, la chose est simple. Nous allons tout simplement renverser aussi tous les pions des Occidentaux. En lieu et place, nous allons mettre bien sûr des dirigeants qui vont travailler pour nous. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent, coup d'État, putsch, junte, qu'ils appellent ça comme ils veulent. Pour nous, c'est juste une révolution. Et d'ailleurs, pour terminer sur ce point, la France, dans ce qu'elle appelle révolution, dans ce qu'elle fait enseigner dans les écoles africaines, dans ce qu'elle appelle Afrique francophone, elle dit quoi? Elle dit en fait que la révolution française c'est en 1689, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Mais ils ont tué le roi, ils ont guillotiné le roi, et ils ont appelé ça révolution. Et nous, on renverse tout simplement les quelques valets, les quelques larbins à la tête de nos États. C'est là qu'il faut nous sanctionner. Et ils appellent ça révolution. Tuer un roi, c'est une révolution. Nous, on ne tue pas nos chefs d'État. Ce ne sont pas nos chefs d'État, les représentants des Occidentaux là. Nous ne faisons que les enlever, les déposer, et nous les remplaçons directement par des vrais Africains qui travaillent pour l'Afrique. Et là, c'est pas compliqué. Merci. D'accord. Alors justement, après le renversement de Mohamed Bazoum, une pluie de condamnations, on peut le dire ainsi, il y a eu beaucoup de communiqués à l'endroit des militaires, alors, notamment celui de la CEDEAO qui condamne la tentative de coup d'État au Niger. Elle appelle les auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition, bien sûr, le président de la République démocratiquement élu, comme ils le disent. Alors, quel regard portez-vous sur ce communiqué de la CEDEAO? En fait, la CEDEAO n'existe pas en tant que telle. La CEDEAO a dévié de son objectif il y a très longtemps.
Ce que la CEDEAO pouvait au moins faciliter, c'est la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDEAO. Mais nous savons tous que quand vous entrez dans un autre pays de la CEDEAO, vous êtes obligé de payer les 2000 francs pour franchir un poste. La CEDEAO n'a même pas pu régler d'abord ces problèmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la CEDEAO est une communauté économique des États. La CEDEAO devrait travailler à avoir une monnaie commune d'abord pour ses États membres. Et ce n'est jamais le cas. La CEDEAO, en grande partie financée par la France appartient à l'Union européenne. Et l'Union européenne a une monnaie commune. C'est l'euro. Pourquoi, au sein de la CEDEAO, on ne parvient pas à avoir la monnaie commune? Quelle est la monnaie, en tout cas, qui appartient à l'esclavagisme? Quelle est cette monnaie? C'est le CFA. Au sein de la CEDEAO, on ne parvient même pas à avoir une unité économique. C'est-à-dire une position commune économiquement. On ne parvient pas. Il ne s'agit pas d'avoir le même budget. Mais il s'agit bien sûr, en tout cas, d'asseoir une base saine du développement économique, en tout cas de la CEDEAO. C'est ce qui doit être la priorité de la CEDEAO. C'est ça l'essence de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une organisation qui a été créée pour faciliter le développement des États membres. Maintenant, que vous ayez un roi à la tête de votre État, c'est pas le problème de la CEDEAO. Que vous ayez un président à la tête de votre État, c'est pas le problème de la CEDEAO. Que vous ayez, je ne sais pas, un empereur à la tête de votre État, c'est pas le problème de la CEDEAO. Le président, il est bien élu, il est mal élu, c'est pas le problème de la CEDEAO. Ce qui compte au niveau de la CEDEAO, ce sont les institutions. C'est-à-dire, ces institutions-là, d'abord, doivent permettre un développement économique. Or, est-ce la CEDEAO a atteint cet objectif? Non. Plus de 30 ans, voire plus de 40 ans après sa création, au sein de la CEDEAO, on n'a pas encore une monnaie commune. Et qui a empêché cela? C'est la fameuse zone que vous appelez l'Afrique francophone, notamment Alassane Ouattara, qui lui-même fait la publicité du CFA. Comment vous pouvez comprendre ça? Une monnaie qui n'est même pas imprimée à Abidjan. Mais lui, il fait la promotion du franc CFA. Une monnaie qui n'appartient pas à nous autres. La même monnaie que nous avons ici, c'est la même monnaie que la zone Afrique francophone, en tout cas au niveau de l'Afrique centrale a. Les Tchad, RCA, Cameroun, ces pays-là utilisent la même monnaie, les Gabon. Et c'est vrai, c'est imprimé différemment. Mais attendez, la CEDEAO a raté ses objectifs de départ. Nous, normalement, le premier objectif de la CEDEAO, c'est d'asseoir une base saine de développement économique entre nos États membres. Donc ça, c'est un échec total. Deuxièmement, nous n'avons pas une monnaie commune. Nos monnaies ne peuvent même pas s'échanger entre elles. C'est ce qui est très grave. Vous avez les Naira du Nigeria avec les CFA du Mali, il faut d'abord passer par l'euro. Ah oui, il faut passer d'abord par la Banque de France. Si vous voulez, et puis, c'est même pas l'euro en tant que tel, vous ne pouvez pas apporter ça en Espagne. Il faut aller au niveau de la Banque de France, parce que les CFA n'ont même pas une monnaie. En fait, les francs CFA, c'est juste un bon de trésor. Donc, la CEDEAO a échoué, et tout le monde voit ça. Tous ces fameux présidents-là ont les yeux grandement ouverts. Personne n'intervient là-dessus. Donc là, c'est un échec. Et maintenant, à partir de cela, qu'est-ce que la CEDEAO fait? Elle juste a servi. Elle juste a servi pourquoi? Parce que puisque elle est aujourd'hui contrôlée par les larbins qui garantissent les intérêts des Occidentaux. N'oubliez pas que la France a plus de 200 entreprises au Sénégal. Aucun pays n'en a autant au Sénégal. Elle a plus de 300, 400 entreprises en Côte d'Ivoire. Aucun autre pays n'en a autant. Elle en a, je ne sais pas, plus de 100 au Mali. Même si on est en train de finir avec ça. Aucun pays d'autre n'en a autant. Donc pour nous aujourd'hui, la CEDEAO a échoué. Maintenant, de son échec, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut protéger les larbins qui arrivent à la tête des Occidentaux, en tout cas de leurs États. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se doter, en tout cas, d'une mission politique. Dire que oui, un tel a été bien élu, un tel n'a pas été bien élu. Un tel sera candidat, un tel ne sera pas candidat. Ça ne fait pas partie des prérogatives de la CEDEAO. C'est des mensonges. Ils peuvent vouloir interpréter ça comme ils veulent, mais totalement c'est un échec. C'est un échec. Donc ce communiqué de la CEDEAO, ces fameux communiqués de la CEDEAO, et pour moi, c'est la France qui a rédigé ce communiqué. C'est l'Occident. Vous avez vu le président du Nigeria, comment il est allé en vitesse chez Macron là-bas. Donc c'est l'Occident qui a rédigé ce communiqué. Ils ont voulu intimider les Nigériens. Ils ont fait 2 communiqués, voire 3 communiqués. Les premiers communiqués, ils ont mis en garde les militaires qui prenaient le pouvoir. Ça n'a pas fonctionné. Deuxième communiqué, ils ont laissé entendre en tout cas qu'ils vont pas tolérer cette situation, et ils ont essayé de se baser sur quoi? Qu'il y a une partie de l'armée qui ne cautionne pas cela. Très vite, l'armée a répondu et l'armée a affirmé son unité. Troisième chose, le troisième communiqué de la CEDEAO, c'est juste une intimidation. Quand la CEDEAO dit non, pour nous c'est Bazoum,
qu'on reconnaît comme chef d'État, tant mieux. Dans ce cas, que la CEDEAO amène Bazoum à Abuja là-bas, au Nigeria. Qu'il reste l'ambassadeur du Niger là-bas au nom de la CEDEAO à Abuja. Mais les Nigériens disent qu'ils ne veulent pas de Bazoum. Ce n'est pas à eux de dire qui est bon pour le Niger ou bien qui n'est pas bon. Ça revient aux citoyens nigériens. Ce n'est pas à la CEDEAO. La CEDEAO doit tout simplement attendre qu'on envoie le nom du futur chef d'État. Et bizarrement, la CEDEAO n'apprend pas de ses erreurs. Et si la CEDEAO n'apprend pas de ses erreurs, chacun des sera renversé. Qu'ils ne mettent pas en place une force anti-putsch, qu'ils mettent ce qu'ils veulent. Aucun État. L'armée nigérienne ne peut pas agresser l'armée du Niger. Au nom de quoi? Non seulement elle ne peut pas militairement, elle va s'amuser. Nous savons qu'elle compte sur les forces spéciales de la France, des États-Unis, mais la France des États-Unis a échoué en Afghanistan. Ils ne pourront pas vaincre le Niger comme ça. Et puis les Nigériens ne sont pas tombés de la dernière pluie. Donc c'est juste des intimidations. Pour moi, la CEDEAO est dans son rôle de marionnette, de pondre, de communiquer. C'est comme d'habitude, ils vont se réunir les 30, ils vont suspendre à nouveau le Niger. Au lieu d'écouter le Niger, ils vont suspendre le Niger, ils vont menacer des sanctions. C'est leur logiciel. Et c'est là, ça nous aide. Parce que ça aide à la communication. Les autres peuples d'Afrique vont dire, mais c'est une injustice. Même le Nigeria qui se croit à l'abri n'est pas totalement à l'abri. Parce qu'à ce rythme, tous les peuples d'Afrique de l'Ouest vont se soulever contre eux. Qu'ils continuent de sanctionner. Ils nous sanctionnent, nous allons nous entraider, mais qu'ils continuent de sanctionner. Et ces sanctions-là finiront par les atteindre, madame. Je vous remercie. Il n'y a pas que la CEDEAO, il y a aussi l'Union africaine, l'Union européenne et même l'ONU qui ont joint leur voix à la communauté internationale en condamnant ce coup d'État. Donc, est-ce que vous pensez que ces communiqués sont juste des protocoles ou des avertissements à craindre de la part de ces communautés? Madame, il n'y a pas une communauté internationale en géopolitique. Vous savez, la communauté internationale... qui a élu une communauté internationale? Ça n'existe pas. Il n'y a pas un texte. Ce sont les Occidentaux, il faut les appeler comme ça. Ils ont pris le contrôle de l'ONU. Ils ont pris le contrôle, en tout cas, à partir de l'ONU, ils ont créé ces organisations. L'Union africaine, tous les pères, en tout cas, qui sont à l'origine de l'Union africaine, ont été liquidés, assassinés. Les Modibo Keïta, les Kwame Nkrumah ont été éliminés comme ça. Ils les ont remplacés par leurs hommes, leurs marionnettes. Donc l'Union africaine, en fait, n'appartient plus à l'Afrique. L'Union africaine aujourd'hui appartient aux intérêts occidentaux. C'est pourquoi vous ne serez pas surpris de voir un pays non membre de l'Union africaine, même l'Israël a voulu prendre part, en tout cas, à un sommet de l'Union africaine. Mais c'est inadmissible. L'Union africaine est financée en grande partie par l'Union européenne. Donc, dans l'Union africaine, vous avez la CEDEAO. Donc, la CEDEAO a pour grande sœur l'Union africaine. L'Union africaine a pour maman l'Union européenne. L'Union européenne a pour arrière-grand-mère l'ONU. Voici le système occidental. Donc les gens là vont répéter la même chose. Vous n'allez jamais voir un communiqué de l'Union africaine en contradiction avec un communiqué de la CEDEAO. Jamais. Parce que la CEDEAO et l'Union africaine elle-même, elle est financée à grande partie par l'Union européenne. Parce qu'il faut connaître le financement de ces fameuses organisations. Kadhafi avait dit non à ça. Qu'on devait nous-mêmes nous financer. Mais ils ont éliminé Kadhafi. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, l'Union africaine est en grande partie financée par, en tout cas, l'Union européenne. Et plus grave, il y a des ONG qui financent l'Union africaine, dont bien sûr Society Open de l'autre là, Open Society, indirectement et de façon indirecte, de George Soros, le milliardaire américain, et bien sûr qui travaille pour les États-Unis. Donc aujourd'hui, ce que vous appelez Union africaine, en fait, porte à un nom africain, Union africaine. Mais en réalité, il y a quelle union africaine dans cette Union africaine? Ça n'existe pas. La question est de sa poser. Oui, l'Union africaine aujourd'hui, c'est une propriété occidentale contre les intérêts des Africains. Simple preuve. Aujourd'hui, tous les Africains presque, vous faites un sondage. La majorité écrasante des Africains disent que les vrais nationalistes souverainistes, des vrais panafricains, ceux qui se battent pour les Africains, c'est le colonel Assimi Goïta, c'est le président Ibrahim Traoré du Burkina et tant d'autres. Mais au même moment, ces mêmes présidents sont suspendus de l'Union africaine. Ils ne doivent pas être là-bas. Parce que c'est un danger. S'ils sont là-bas, ils doivent contaminer les autres. Il faut les suspendre. Même s'il y a élection, il faut ne pas reconnaître leur élection. C'est un peu dans ça que nous sommes. Donc, ils disent non, qu'ils sont élus. Et donc, ils doivent siéger là-bas. Qui est là-bas qui est élu? Correctement, qui est là-bas qui est élu? On ne peut pas parler d'Alassane Draman Ouattara, auteur de plusieurs coups d'État, d'une rébellion de 10 ans, chef rebelle. Et lui, il est traité de démocrate. On va me parler de qui? Donc, ce sont des gens en réalité qui sont en déphasage avec ce qui se passe. C'est un club, un syndicat de chefs d'État créé
pour maintenir l'Afrique sous domination, en tout cas occidentale. C'est la colonisation qui continue sous une autre forme. Avec des organisations comme Union africaine, CEDEAO, il n'y aura jamais de l'unité africaine. Il faut continuer, il faut en tout cas apporter, il faut que des patriotes, des nationalistes, des vrais Africains accèdent à la tête, en tout cas de chaque État africain, reprennent le contrôle politique des États africains pour créer une vraie unité africaine. C'était le cas au début, mais ils ont liquidé tous ces gens-là. Ils les ont fait remplacer par des marionnettes. Et maintenant, nous avons commencé la révolution africaine. Ce qu'on appelle les coups d'État partout en Afrique, c'est des révolutions africaines. Et bien sûr, ça va atteindre beaucoup de pays. Qu'ils continuent dans leur logique des sanctions, d'intimidation, et ça va profiter à l'Afrique. Merci. D'accord. Dans ce cas, vous parlez des révolutions, pas des coups d'État. Alors, selon vous, que faut-il faire vraiment pour éradiquer cette révolution dont vous parlez en Afrique, qui prend de l'ampleur, hein? Attendez, vous plaisantez, je pense. Pour encourager, non, nous on ne veut pas mettre fin à ça. Ça doit continuer. Ça va continuer. En fait, quand nous aurons des révolutionnaires à la tête de tous les pays africains, c'est en ce moment qu'on va prendre des textes pour qu'il n'y ait pas coup d'État. Parce que quand vous touchez à un révolutionnaire, à ce moment, vous avez fait coup d'État. Mais quand vous touchez à un valet, à un larbin, à un envoyé, mais là, ce n'est pas un coup d'État, là, c'est une révolution. Ce que l'Occident appelle coup d'État, pour nous, ce n'est pas un coup d'État. Parce que là, ça n'arrange pas l'Occident. Tout ce qui n'arrange pas l'Occident, nous arrange. Tout ce qui dérange la France aujourd'hui, peut-être nous, ça nous arrange. Assimi Goïta dérange la France, mais nous arrange. Mais tout ce qui nous dérange, comme les valets occidentaux, comme les Bazoum là, tout ce qui dérange les Africains, cela arrange les Occidentaux. Et les Occidentaux ont mis en place des structures. Aujourd'hui, telles que la CEDEAO et autres, ils ont pris le contrôle des structures africaines. Ils ont pris le contrôle de ces structures pour protéger leurs valets. Donc, il suffit de regarder les discours des officiels français. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, la situation du Niger, la CEDEAO doit se réunir. Parce que la CEDEAO est une structure que la France a repris contrôle. Les gens vont dire, mais le Niger est un pays francophone, mais la CEDEAO, il y a des pays anglophones. Non. Les pays anglophones dont on parle, là, Nigeria, Ghana, ont été colonisés par qui? Par l'Angleterre. L'Angleterre et la France sont des composants essentiels du système occidental. Ce sont les mêmes qui sont en train de collaborer en livrant des armes aux Ukrainiens contre les Russes. Donc ça revient à peu près à la même chose. Donc pour moi, cette révolution africaine, elle doit continuer. Quand ça s'est passé dans les pays arabes, dans les pays maghrébins, l'Occident a appelé ça le printemps, n'est-ce pas? Ils ont enlevé eux-mêmes des hommes qu'ils avaient mis en place ou qu'ils n'avaient pas mis en place. Ils ont appelé ça le printemps arabe. Et quand il s'agit des Africains, des Noirs africains, on dit non qu'il faut appeler ça peut-être des coups d'État, comme si nous ne connaissons pas nos intérêts. Un présent, c'est comme... vous savez, cette fameuse histoire de démocratie, c'est de l'escroquerie internationale. C'est pas vrai, elle n'existe nulle part. C'est de l'escroquerie internationale. On dit qu'elle a été inventée en Grèce depuis l'Antiquité, mais pendant tout ce temps, les Français avaient leur roi là-bas tranquillement. Les Anglais ont toujours leur roi. Mais les autres ont toujours leur roi. Ils commercent avec les Saoudiens, qui ont un roi. Et les Saoudiens sont tous sauf la démocratie dans ces cas. Mais pourquoi ils ne sanctionnent pas les Saoudiens? Ils ont besoin de leur pétrole. C'est juste une question d'intérêt. Donc les Occidentaux ont trouvé juste un moyen de dire, voici un tel qui doit être présent, avec qui je dois collaborer. De dire aux peuples africains, empêchez toute révolution en Afrique. Même s'ils vous trahissent, il faut attendre 5 ans. Et les ONG occidentales viennent en Afrique financer cela. Restez des bons citoyens, faites le contrôle citoyen, accompagnez ceci, retirez vos cartes d'électeurs, même si le président vous trahit, même s'il vend les pays, il faut attendre à la fin de son mandat, comme ça vous allez faire en tout cas un vote sanction. Ah bon, c'est comme ça? Tu nous trahis, on te dépose. Soit tu es notre président, soit tu es le président, en tout cas la France peut te reprendre là-bas. Donc le président français travaille pour la France, même s'il roule pour les Américains, il travaille en tout cas pour les Blancs là-bas. Donc ils permettent aussi aux dirigeants africains de travailler pour les Africains. Ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes juste en train de nous trouver des dirigeants à la hauteur de nos ambitions. Et que cela plaise ou que cela déplaise, c'est comme ça. Et les quelques dirigeants, l'armée occidentaux, qui sont accrochés, qui se voient dorénavant menacés, menacent de sortir toutes les sanctions contre nous. Sortez les sanctions, chaque sanction prise est un outil de communication et cela va aider, ça va précipiter les choses. Merci, Général Issa Diawara. Cette fois-ci, nous allons parler de la visite des chefs d'État africains en Russie. Ce jour 28 juillet marque la fin du deuxième sommet Forum économique et humanitaire Russie-Afrique pour la paix, la sécurité et le développement à
vous savez, de ce sommet-là, il faut d'abord voir le contexte dans lequel il intervient. Quand on fait une analyse géopolitique, il faut toujours commencer par le contexte. Il intervient au moment où la Russie est en guerre contre l'OTAN en Ukraine. Ce n'est pas la Russie en guerre contre l'Ukraine, mais la Russie en guerre contre l'OTAN en Ukraine. Première des choses. Ça intervient dans un contexte où le monde connaît un basculement géopolitique très important. C'est-à-dire partout, notamment au niveau de l'Afrique, l'Occident voit beaucoup de pays, en tout cas, échapper à son contrôle. On n'a pas besoin de lister tous ces pays. Et même certains de leurs marionnettes sont en train aujourd'hui de jouer à un double jeu. À l'occurrence des gens comme les Macky Sall. Même si nous savons qu'il reste un larbin de l'Occident. Donc des gens comme ça continuent de jouer à un double jeu. L'Occident n'est même plus trop sûr de ces hommes. C'est pourquoi ils poussent certains même à aller à leur 4e mandat juste pour essayer, parce qu'on ne sait plus qui est qui. En réalité, l'Occident est en perte de vitesse. Et c'est dans ce contexte qu'intervient ce sommet. Vous avez vu que le premier voyage hors continent du colonel Assimi Goïta, du capitaine Ibrahim Traoré, c'est directement à ce sommet. Donc au niveau de la Russie. C'est ce contexte mondial où nous avons un groupe de pays. Ce groupe a mis en place une organisation solide qu'on appelle les BRICS et qui travaille à la dédollarisation. N'oubliez pas que le monde entier, en tout cas les systèmes monétaires du monde, étaient adossés au dollar. Et cela profite aux Américains. Cela fait des Américains la grande puissance économique de ce monde. Elle imprime les dollars à qui elle veut, en tout cas à qui ils veulent. Parce que n'oubliez pas, les dollars au début c'était adossé à l'or. C'est en 1971 que les Américains ont cessé d'adosser les dollars à l'or. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils impriment des papiers pour qui ils veulent. Ils vont t'endetter avec un simple papier coloré aux États-Unis. Donc là, les autres pays, et avec cela, maintenant, ils ont le droit de sanctionner qui ils veulent. L'Iran sanctionné, le Cuba sanctionné, le Venezuela sanctionné, le Mali sanctionné à travers la CEDEAO et autres. La liste est tellement longue, ils continuent de sanctionner qu'ils veulent. La Russie, la géante Russie elle-même sanctionnée, la Chine menacée. Donc avec cela, on dit, mais attendez, vous faites tout ça avec quoi? Avec les dollars? Donc il y a des pays qui sont mis ensemble, et les BRICS, et qui disent que nous, on va dédollariser le monde. On va mettre fin à l'hégémonie du dollar sur les autres monnaies du monde. Nous allons commercer avec notre propre monnaie, avec nos propres monnaies. Et le plan B, c'est quoi? Les BRICS veulent créer une monnaie unique pour tous les pays membres des BRICS. Et ce sommet intervient dans ce contexte. C'est pourquoi de ce sommet, nous avons vu beaucoup de discours. Et puis je pense peut-être on va arriver. Mais c'est ce sommet, c'est un sommet en tout cas, pour moi, qui témoigne d'un basculement géopolitique important, parce que n'oubliez pas que les Américains ont mis la pression, les Occidentaux ont mis la pression pour que les États africains ne partent pas, pour que Poutine se retrouve seul lors du sommet. Que personne, même pas un ministre, il ne voulait de personne. Mais il a dit au moins 17 chefs d'État, au moins 17 chefs d'État présents à ce sommet. Et si vous, avec les représentations, on a à peu près à 50 pays africains qui sont représentés à ce sommet. Donc, ils ont voulu isoler la Russie. Je pense que c'est un échec total pour l'Occident. Donc, ce sommet est témoin de l'échec total de l'Occident dans ce qu'il appelle, dans ce qu'il appelle la pression maximale contre la Russie. Donc, c'est un échec. Ça n'a pas fonctionné. La Russie, il y a au moins 17 chefs d'État et il y a à peu près 50, en tout cas, États africains qui y sont représentés. Donc pour nous, la Russie est dans la cour des grands. Ça, c'est sans les alliés traditionnels même de la Russie. Pour nous, ce sommet tout simplement témoigne aujourd'hui du poids géopolitique de la Russie sur la scène internationale. Merci. D'accord. Nous allons en venir au discours. Vous venez de le dire, il y a eu le discours du président de la transition, le président colonel Assimi Goïta. Alors, que pensez-vous de ce discours du président? Bon, vous savez, le colonel Assimi Goïta, si je dois résumer ou analyser son discours, d'abord, il a commencé par faire, en tout cas, indiquer les liens, après avoir les salutations, en tout cas, après les salutations, il a commencé par faire les liens historiques, les points historiques entre le Mali et l'URSS à son temps. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup ne le savent pas. L'URSS a été en tout cas l'allié majeur du Mali
n'est-ce pas, le Mali nouvellement indépendant de l'Occident. Parce que l'Occident fait croire que nous, notre existence a commencé en 1960. Non. Il s'agit de l'allié du Mali, en tout cas, du Mali indépendant de la France, de l'Occident. Après cela, je pense, il a parlé en tout cas, aujourd'hui que la Russie est partenaire dans la souveraineté du Mali, une souveraineté qui est progressive, parce que le Mali est en train de recouvrir, en tout cas, l'intégrité, en tout cas, de son territoire. C'est même le cas en Centrafrique. Hein. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la République centrafricaine contient, en tout cas, contrôle plus de 90% de son territoire. C'est grâce à leur coopération avec les Russes. Et les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils nous ont amené? Avec leur intervention en Libye, ils nous ont amené les terroristes. Et ils refusent de combattre ces terroristes. Ils refusent de nous armer pour combattre les terroristes. Ils refusent de nous vendre des armes pour combattre les terroristes. Et dans cette difficulté, qui nous a tendu la main, c'est la Russie. Et ceux qui disent qu'il ne faut pas remplacer un colon par un colon, mais la France ne nous a jamais tendu la main. Jamais, pas une seule fois dans notre histoire. La France, depuis que nous l'avons rencontrée, elle n'a fait que nous agresser. Si ce n'était pas l'esclavage, c'est la colonisation, c'est le néocolonialisme, c'est l'assassinat de nos chefs d'État. La France n'a fait que nous agresser. C'est la guerre derrière cette histoire de djihadisme qui est très manipulée. Donc, pour nous, l'Occident nous a tout le temps agressé. Donc, le colonel Assimi Goïta a bien fait de résumer cela, de dire qu'en réalité, la Russie aide le Mali, bien sûr, dans un partenariat sincère qui nous aide à retrouver notre souveraineté. Donc, il a témoigné de la reconnaissance du Mali. Autre point important, il dit que la coopération entre le Mali et la Russie ne se limite pas seulement au niveau, en tout cas, des questions de défense et de sécurité, que cela va bien au-delà. Il a même évoqué des questions de ressources humaines, d'où peut-être les bourses d'études aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes du Mali sont en train d'aller se former en Russie, avoir la bonne formation, la formation de qualité, et bien sûr pour venir aussi contribuer aux côtés de ceux qui sont formés au Mali, bien sûr, à l'émergence de ces Mali nouveaux que nous appelons à Bambara, Malikoura. Mais ensuite, je pense que le colonel Assimi Goïta a aussi parlé, il a eu, dans son discours, il y a un pan de la géopolitique, puisqu'il a parlé du multilatéralisme. Il y appelle à un monde multilatéral, mais qui soit juste, qui respecte les règles. Ça, c'est un peu le combat des BRICS. C'est aussi ce que défend la Russie, en tout cas tous les pays membres des BRICS. C'est ce que beaucoup de pays défendent. Et nous aussi, c'est ce que nous disons. Le multilatéralisme, c'est quoi? Parce qu'il faut mettre fin à l'unilatéralisme. L'unilatéralisme, c'est quoi? C'est l'hégémonie américaine occidentale. C'est la France. Jusqu'à présent, nos fameux politiciens là ont cette panique, ont cette peur. Pour eux, c'est la France qui fait de quelqu'un un roi et c'est la France qui te défait. Il est temps de comprendre que c'est ton peuple qui peut faire de toi un roi et qui peut te défaire. Quand les Damonzans autres là étaient rois ici, ce n'était pas la France. Quand les Sundiata régnaient, ce n'était pas la France. Pourquoi? Dorénavant, l'enfant africain, les jeunes africains ou l'homme africain doit avoir en tête que sans l'Occident, moi, je ne peux jamais régner à la tête de mon pays. Il faut juste mériter la confiance. L'Occident n'a pas besoin, en tout cas, de la pression du Mali ou bien du Burkina pour élire un président. Pourquoi ça doit être, en tout cas, le cas chez nous ici? Donc, je pense qu'il a parlé d'un monde multilatéral. Et dans le monde multilatéral, cela suppose quoi? Que chaque État a ses problèmes à gérer. C'est contrairement à ce que la CEDEAO fait actuellement. La CEDEAO n'est pas une communauté politique des États. Chaque État a ses problèmes. Nous ne sommes pas un État fédéral. Nous ne sommes même pas une confédération des États. La CEDEAO n'a aucune prérogative à piétiner dans les affaires internes d'un pays. Si votre pays, les gens veulent se manger dans votre pays, ok, la CEDEAO vous suspend, point barre. Nous, on continue avec les textes. Vous n'avez pas de représentants, ok, on continue. Mais la CEDEAO n'a pas vocation de dire, si tel n'est pas élu président chez vous, ou si tel n'est pas disqualifié, nous, on vous sanctionne. Ça ne fait pas partie des prérogatives de la CEDEAO. Ça, c'est une guerre par procuration que l'Occident est en train de mener contre l'Afrique. C'est la colonisation qui continue. C'est le néocolonialisme. Et dans ça, la colonisation même n'a été possible qu'avec certains Africains. Certains ont été pris et nommés à la tête des États africains. En tout cas, certains ont signé des pactes avec les Blancs. Ils ont renversé les rois africains et ils sont devenus des valets des Occidentaux. Ils se sont vus rois. Ils n'avaient jamais rêvé d'être rois. Donc, si ce n'est pas l'Occident, la plupart de ceux que vous appelez chefs d'État ici dans la CEDEAO, c'est des gens qui ne seraient même pas des maires. Donc c'est la CEDEAO c'est l'Occident qui les fabrique. C'est la CEDEAO qui fait, en tout cas l'Occident fait des choses qu'ils sont devenus présidents. Donc il a beaucoup parlé de cela. Et je pense qu'il a aussi parlé de l'Union africaine parce que Macky Sall a dit qu'elle se bat contre une injustice au niveau de la gouvernance mondiale. Mais je crois que le colonel Assimi Goïta a bien anticipé sur cette question. Où il dit que l'Union africaine ne réclame que 2 sièges permanents au niveau, en tout cas,
du Conseil de sécurité. C'est très bizarre, vu la taille de l'Afrique. C'est ce que nous, on ne comprend même pas. Pourquoi réclamer des sièges? Et ces deux sièges-là seront confiés à qui? Beaucoup de dirigeants africains sont en train de trahir l'Afrique, espérant qu'ils auront un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité. Ah non, c'est là qu'on va bien se boxer entre Africains. Non, 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 là on va se boxer. Ah oui. Non, madame, on va se boxer. Allah, on va se boxer, je ne plaisante pas avec ça. Parce que là, ça ne va pas passer comme ça. Ah oui. On ne va pas donner un siège, en tout cas, les sièges, en tout cas, permanents au Conseil de sécurité à un valade de l'Occident. En ce moment, l'Occident va se retrouver comme aujourd'hui, ils sont 3 contre 2. La France, l'Angleterre, les États-Unis sont en tout cas les 3. Et de l'autre côté, vous avez la Russie et la Chine. Là, ce n'est pas bien équilibré. Et pourquoi encore apporter des États africains larbins à la solde des Occidentaux? Mais là, les Occidentaux auront 7 sièges permanents ou bien combien? Donc ça va pas se passer comme ça. Entre nous, Africains, on va régler bien ce compte. Ça ne va pas marcher comme ça. Et maintenant, il a aussi parlé des BRICS, qu'il a beaucoup félicité, il a beaucoup accompagné. Et moi, j'encourage même les autorités du Mali à renouer beaucoup plus de contacts, plus de dialogue avec les pays membres des BRICS. Et il a terminé, en tout cas, par évoquer les 3 principes qui guident la gouvernance du Mali. Et ça, c'est connu de tout le monde. La défense des intérêts du Mali, le respect, en tout cas, de la souveraineté du Mali, savoir que nous sommes un État indépendant et souverain. Si vous discutez avec nous, dites-vous que nous avons tous droit à la vie, que nous ne sommes pas faits pour être vos esclaves, ça jamais. Donc, respect de la souveraineté du Mali et surtout, le respect des choix stratégiques du Mali. Si le Mali choisit de collaborer avec la Russie, la Chine, le Canada, l'Inde, et vous voulez travailler avec le Mali, il faut respecter ces choix. Et la défense des intérêts du Mali partout, dans toute prise de décision. Quand il s'agit du Mali, vous êtes malien, vous n'êtes pas malien. Quand il s'agit du Mali, il faut voir qu'est-ce que le Mali gagne dans ça. Donc, il a évoqué les 3 principes. Et bien sûr, il a réitéré que le Mali sera là pour accompagner, en tout cas, comme c'est dit dans notre constitution, notre lutte panafricaine. Nous serons là dans les organisations sous-régionales et régionales. Pour dire une fois de plus, c'est ce que j'ai tout le temps dit. Le Mali ne va pas se retirer de la CEDEAO, mais la CEDEAO va continuer à combattre le Mali. Et dans le combat contre le Mali, la CEDEAO va se désintégrer. Madame, c'est ça le vrai message. Par ailleurs aussi, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a également tenu un discours, je cite une partie, avec tant de richesses sous notre sol, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Et comment se fait-il que nos chefs d'État africains traversent le monde à mendier, a-t-il insinué. Donc, c'est des propos qui ont suscité beaucoup de polémiques, notamment via les réseaux sociaux. Alors, quelle analyse faites-vous de ce? Non, polémique, c'est chez Macky Sall. C'est Macky Sall qui... Justement, qu'il a répondu d'ailleurs. Hein. Oui, il a répondu. Mais il a échoué. Il a été tellement vexé. Pourtant, le jeune capitaine à la tête du Burkina aujourd'hui, c'est un président. Il a parlé, il n'a pas dit excellence à quelqu'un là-bas, il a dit camarade. Effectivement. Donc lui, il se voit en guerre. Il n'a pas dit cher ami là-bas, il a dit camarade. Camarade, c'est un terme révolutionnaire. Pour lui, c'est un combat de monde, en tout cas multilatéral, multipolaire, contre l'hégémonie occidentale. Donc lui, il est en combat. Mais Macky Sall n'est pas là-bas pour ce combat. Macky Sall, il est allé là-bas en tant que, en tout cas, l'espion occidental, c'est-à-dire l'homme de l'Occident. Il est allé défendre ça. C'est pourquoi dans sa réponse, il a tout faux, il a tout raté. Je pense même, le président Poutine a même recadré Macky Sall à la fin de son intervention. Et Macky Sall, je ne peux pas comprendre qu'il ait fait 10 ans, plus de 10 ans à la tête du Sénégal, et qu'il soit aussi nul en géopolitique. Moi, c'est vraiment la chose qui m'a... J'étais très surpris. C'est-à-dire, ceux qui font relations internationales, là, les notions basiques, là, Macky Sall ne devrait pas louper cela, parce qu'il a dit des choses et leur contraire. Je vais arriver à cela. Et le jeune capitaine Ibrahim Traoré, pourtant il a parlé, il dit, africanité oblige, chers aînés. Si mes propos vexent quelqu'un, je présente mes excuses. Il a présenté les excuses avant l'attente de son discours. Ça devait suffire à Macky Sall s'il est vraiment un Africain. S'il est un Africain, après tout ça, après le sommet, il dit, ah, jeune frère, vraiment, tu nous avais présenté les excuses, mais attention, cet endroit, peut-être, tu as fait une mauvaise virgule. Tu avais pris un virage à gauche qui n'était pas bon. Ça, c'est en tant qu'un homme africain. Et tu ne te mets pas à vouloir boxer avec ton jeune frère lors d'un sommet face à des étrangers qui ne sont même pas africains. Il ne doit pas le faire. Macky Sall a d'abord raté les notions de base d'un Africain lambda. Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui montre qu'il a l'éducation africaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez, Macky Sall doit comprendre une chose. On dit, la vérité peut rougir les yeux, mais elle ne les crève pas. Il doit accepter cela. Qu'est-ce que le jeune a dit et qui fait mal? Quand il dit,
que sa génération, ah oui, sa génération, oui, c'est vrai, nous avons ces questions. Il dit qu'on ne comprend pas pourquoi l'Afrique peut avoir toutes ces terres. Nous avons plus de terres que l'Europe, mais des dirigeants africains partent manger le blé à l'Europe. Mais ça passe pas. Et dans ça, Macky Sall s'est vu tout de suite. Parce qu'il n'y a que deux dirigeants qui sont allés, c'est Macky Sall et Ambalo. Ce sont les deux qui sont allés manger le blé. Macky Sall a premier. C'est pour qu'elle dit non, lui n'est pas allé manger le blé, que c'est une collaboration. Voilà. C'est la collaboration là qui pose problème. Nous là, notre génération là, c'est qu'Ibrahim Traoré, nous on ne veut pas de cette collaboration. Collaboration entre poussins et éperviers. Madame, c'est l'avantage de qui? Mais l'épervier va toujours bouffer les poussins. Bien sûr. Mais comment tu vas collaborer avec ton, en tout cas, celui qui est en train de te coloniser? Comment tu veux collaborer avec celui qui continue d'imprimer ta monnaie? Comment tu veux collaborer avec celui qui a fait assassiner des gens chez toi, Tcharoy? Et le capitaine Ibrahim a parlé de cela. Des gens qui ont fait assassiner des Africains chez toi et qui ne reconnaissent même pas cela. Comment tu veux collaborer avec des gens? Des gens qui t'ont effacé des livres d'histoire. Pourtant, tu as été là. L'Afrique et les berceaux de l'humanité, c'est pas que ça. Nous avons sauvé l'Occident du nazisme. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, nous les avons sauvés. Mais dans leur histoire, ils ont effacé tout, en tout cas, toute la gloire de l'armée, des armées africaines. Ils appellent ça des tirailleurs. Des gens qui ne savent même pas tirer. Des gens qui tirent ailleurs, quoi, à tête. N'importe comment. N'importe comment. Oui. C'est notre récompense. Et lui, Macky Sall, il dit qu'il veut collaborer avec ces gens. C'est ça qui pose problème, quoi. Il ne comprend pas, en fait. Nous, on ne veut pas de cette collaboration. Nous, on veut d'abord rompre avec cette collaboration, collaborer uniquement avec des gens qui nous respectent en tant qu'être humain, en tant que des Africains, en tant que des gens qui ont droit à la vie. Voici la collaboration avec des gens que nous on demande. Pas des gens comme des Macron même qui luttent contre l'espèce humaine. Parce que lui-même, sciemment, volontairement, il a refusé de procréer. Et il est parti s'allier à une vieille dame qui a atteint la ménopause. Donc, il ne peut plus faire d'enfants. Donc, lui, Macky Sall, pour lui, le collaborateur, c'est Emmanuel Macron, qui oblige beaucoup d'États à adopter l'homosexualité. Pour lui, le collaborateur, c'est Emmanuel Macron, qui se bat pour que les bases militaires françaises, il y a même une qui se trouve au Sénégal, pour que les bases militaires françaises restent chez lui à Dakar. Et lui appelle Emmanuel Macron comme collaborateur. Mais c'est ce qu'il n'a pas compris. En fait, les jeunes Ibrahim Traoré qui viennent d'arriver au pouvoir maîtrisent mieux la géopolitique et la géostratégie que Macky Sall. Macky Sall n'a rien appris. De son passage au pouvoir, il n'a rien appris, madame. Et à ce rythme, il peut même passer 20 ans sans rien comprendre des enjeux du monde. Autre chose, le jeune Ibrahim Traoré a parlé de quelque chose. Il dit, mais quand les Occidentaux sont en guerre, les volontaires mobilisés, la France, ça fait partie même des textes, des écrivains français, les Paul Éluard, les Louis Aragon, ils les ont tous appelés des patriotes. Que ce sont des patriotes qui sont en train d'aider l'armée. Mais quand en Afrique, des volontaires, nos chasseurs, les volontaires au Burkina pour la défense de la patrie, on a même le mot patrie, se mobilisent, on ne les traite pas des patriotes, mais on les traite des milices, des miliciens. Mais Macky Sall veut collaborer avec ces mêmes personnes. C'est ce que, en fait, Macky Sall, s'il comprend les enjeux du monde. Je pense honnêtement que Macky Sall ne comprend pas les enjeux du monde. Il ne comprend pas ce qui se joue. Il dit qu'il peut avoir le même discours à Washington, à Paris, à Moscou. C'est là l'erreur. Il ne doit pas avoir le même discours à Washington qu'à Paris. Il ne doit pas avoir le même discours à Paris qu'à Moscou. Chaque pays est une réalité à part par rapport à l'Afrique. Si lui n'a que le même discours, qui a été écrit, qui a été biché, et pour lui, si c'est ça être un souverainisme, Macky Sall, il l'a tapé pour tout. Il n'a rien compris des enjeux du monde. Mon discours s'adapte en fonction de mon interlocuteur du jour. Ça, c'est des notions basiques de la géopolitique que Macky Sall doit comprendre. Qui j'ai en face de moi? Est-ce Macron? Qui est Macron? C'est l'État français? Ok. C'est quoi l'État français? Quel est l'État français par rapport à mon passé? Par rapport à mon présent? Et à ce rythme qui représente l'État français par rapport à mon avenir? Tu ne peux pas avoir le même discours face à Macron, face à l'État français, que quand tu te retrouves à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. C'est pas la même chose. La Russie n'a jamais colonisé le Sénégal. Pourquoi le discours que tu ne tiens pas face à Macron, tu veux répéter la même chose face à Poutine? Pourquoi? Au nom de quoi? C'est une faiblesse. Je pense que Macky Sall, je ne sais pas, aujourd'hui il était bizarre, je ne sais pas ce qu'il avait pris, mais en tout cas il me paraissait très bizarre. Je ne sais pas quelle était la dose, en tout cas il me paraissait très bizarre. Le président du Burkina Faso, il a parlé de beaucoup de choses. Il a regretté le fait que des dirigeants africains se comportent en marionnettes des Occidentaux. Et
À ce titre, moi, j'interpelle même Embalo, qui se voit tellement joyeux d'être, je sais pas, un démocrate là. Les gens comme l'Embalo là, vraiment, c'est une erreur du parcours, quoi. Mais je pense que dans ces cas-là, l'Afrique aurait oublié, en tout cas, des gens comme l'Embalo. Ça serait un lointain souvenir. Des gens qui ont travaillé avec l'Occident, parce que lui, le plus grand président d'Embalo, c'est quoi? Quand il porte une lunette, c'est bien sûr de prendre photo avec Macron, de prendre photo avec Biden, de prendre photo avec Poutine, de rencontrer Zelensky, d'aller au Nigeria. Pour Embalo, lui, se retrouve dans la cour des grands. Et dans ça, non, rien ne doit intimider, en tout cas, lui, son pouvoir. Pour lui, les militaires qui sont en train de prendre des pouvoirs aujourd'hui, parler au nom des Africains, lutter pour les Africains, sont une menace contre lui. Parce que lui, il risque de perdre son fauteuil. La même attitude que l'Angleterre avait à l'égard de la France. Quand la France a mené sa fameuse révolution en 1789, les autres pays, les monarchies tout autour de la France, l'Autriche, et la Grande-Bretagne et autres, ont mis en place une coalition pour dire, mais attention, ces gens-là viennent de tuer les rois. C'est le sort réservé aussi aux rois chez nous. Donc il faut les combattre, il faut les sanctionner. C'est la même chose que les Embalo nous font. Ces gens-là ont renversé leur président, en tout cas mal élu, qu'ils appellent démocratiquement élu, parce que le système démocratique, même tel qu'on sait en Afrique, doit être à revoir. Ce n'est pas une bonne assiette, c'est pas un bon système. Donc pour eux, des gens comme ça qui arrivent au pouvoir, donc doivent être protégés, doivent avoir droit de vie et de mort sur des Africains pendant 5 ans, doivent avoir droit de vie, de tous les droits sur le marché. Ils peuvent distribuer cela à qui ils veulent, comme ils veulent. Les enfants, les Congolais, d'ailleurs, Macky Sall a pris l'exemple sur Denis Sassou Nguesso. Mais les Congolais, les Congolais ne voient même pas la couleur de leur pétrole. Ce sont les Français qui connaissent la couleur du pétrole du Congo. Et pour Macky Sall, Denis Sassou Nguesso est un modèle. Denis Sassou Nguesso lui-même, qui ne doit son trône qu'à Jean-Yves Olivier, un homme des services de renseignement de la France, qui contrôle Denis Sassou Nguesso. Et pour lui, c'est Denis Sassou Nguesso qui est un modèle. Et il se glorifie aussi de Museveni. Museveni, c'est qui? Le président de l'Ouganda? Et c'est pas parce qu'il met barrière à l'homosexualité. Non! C'est celui qui contribue avec Kagame à agresser la RD Congo. Pour des intérêts occidentaux. Et pour Macky Sall, c'est lui le modèle. Oui, je comprends. Normalement, parce que lui, Macky Sall, il contribue avec l'Occident à agresser le Mali, à sanctionner le Mali pour le beau jeu de Macron. Bah oui, pour lui, donc Kagame, Museveni, et l'autre là, et Denis Sassou Nguesso, sont des modèles, et puis il est fier de s'asseoir à côté d'eux. C'est le grand frère de l'autre là, d'Embalo. Parce que Embalo doit son trône à Macky Sall. Macky Sall a mis en place 2 chefs d'État en Afrique de l'Ouest. C'est Embalo Sissoko et l'autre là, Barrow de la Gambie. Ce sont les 2 qui sont parrainés par Macky Sall. Et pour le Macky Sall, nous, on doit tolérer ce système aussi longtemps. Cette ingérence flagrante dans les affaires internes des autres pays. Embalo n'a pas été élu. Son élection a été tellement contestée. Embalo est surveillé, il est sécurisé. Il est escorté par des militaires de la CEDEAO. Ce sont les Nigérians, les Sénégalais et autres là qui sont en train de le surveiller. Et il appelle ça, il dit qu'il est chef d'État lui aussi. Embalo dit qu'il est chef d'État lui aussi. Ce ne sont même pas des enfants bissau-guinéens. Et puis pour terminer avec cette histoire, vous avez des gens comme les Macky Sall là. Macky Sall et qui d'autre là? Les Embalo Sissoko. C'est des gens que nous allons mettre très vite dans la poubelle de l'histoire. Parce que Macky Sall dit dans son discours et que nous travaillons, ce qui nous préoccupe en Afrique, c'est la lutte contre le terrorisme. Ah bon? Oh, là, j'ai dit bravo. Macky Sall dit que c'est la lutte contre le terrorisme en tout cas qui les préoccupe. Mais en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, les pays les plus engagés dans la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord le Mali. C'est le Mali et le Burkina. Mais Macky Sall a signé, en tout cas, une sanction économique contre le Mali et le Burkina engagés dans la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme fabriqué par l'Occident. L'Occident qui nous imprime cette monnaie. Il nous sanctionne à cause de cela. Il nous étouffe, il ferme toutes ses frontières. Mais avec quoi on va lutter contre le terrorisme? Pour des affaires politiques, tu laisses les terroristes prospérer. Parce qu'une fois que tu sanctionnes le Mali économiquement, tu prives le Mali de certains revenus. Cela profite à qui? Aux terroristes. Parce que le Mali devait s'acheter. On a besoin de générer des ressources pour nous acheter le maximum d'armes pour combattre les terroristes créés par l'Occident. Mais si toi tu nous bloques, tu bloques notre fonds, et pourtant nous sommes en guerre contre les terroristes, mais tu aides qui? Mais il aide les terroristes.
Les Macky Sall sont en train d'aider les terroristes à avoir les décis contre le Mali, contre le Burkina. C'est pourquoi pour eux, toutes les forces qui doivent venir aider le Mali à mettre fin à cette situation doivent être combattues. Il faut rester dans cette situation du terrorisme. Donc pour eux, il faut sanctionner le Mali. Il faut priver le Mali de tout. Parce que le Mali a renversé un chef d'État qui ne pouvait pas vaincre le terrorisme. Et le terrorisme allait, en tout cas, se propager dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais que le Mali vient d'avoir des dirigeants, les colonels Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, des têtes chefs d'État, qui ont freiné l'avancée des terroristes vers les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc pour eux, ces gens-là ont été un handicap. Sinon, les terroristes allaient occuper tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest et ils allaient rester présidents. Ils vont contrôler juste la capitale où ils ont leur famille, ils ont leurs immeubles, ils ont tout. Et ils contrôlent l'aéroport parce que la France allait avoir des bases partout avec l'OTAN. Donc, les aéroports allaient être sous contrôle. Les chefs d'État et les ministres allaient voyager, mais laisser les populations au sort des terroristes. Donc, le fait que les militaires patriotes soient en train de mettre fin à cela, pour eux, aujourd'hui, il faut combattre les militaires. Et ce qu'ils oublient, finalement, au sein de la CEDEAO, ils vont créer une guerre interne entre militaires et politiciens. Parce que si les politiques sont prêts à prendre des textes, dans la zone CEDEAO pour empêcher tout militaire de prendre le pouvoir quand ils sont en train de piétiner la population, quand ils sont en train, en tout cas, de faire toutes les conneries sur la population, s'ils veulent empêcher les militaires d'agir et de dire non, nous, on veut que les peuples émergent. S'ils veulent empêcher les militaires de libérer les peuples en prenant des textes dans ce sens, mais je pense que tous les militaires de la CEDEAO vont les dégager. Et dès qu'ils ont pris l'initiative, vous avez vu que Bazoum est tombé. S'ils travaillent encore un autre jour du travail sur des textes-là, qu'ils veulent mettre une force anti-push, c'est quoi? C'est une force anti-militaire. Ils veulent demander aux militaires d'aller se battre contre d'autres militaires pour les intérêts des politiciens. Mais ça ne va pas fonctionner comme ça. Si la CEDEAO s'entête, les militaires là, entre eux, ils se connaissent, ils ne vont pas se lâcher. Aucun militaire ne viendra combattre son frère pour les beaux yeux d'un politicien qui travaille pour l'Occident. S'ils continuent cela, en tout cas, cette haine qu'ils ont contre les armées africaines finiront par les déposer et bien sûr libérer nos peuples. Et ils vont dire que les militaires ne sont pas bons au pouvoir. Je dirais tout simplement que tous les hommes qui ont fait l'histoire de la France sont des militaires. C'est les militaires qui libèrent le pays. Ils libèrent les peuples. En ce moment, nous mettons en place nos outils démocratiques et nous allons à ça. On ne va pas sauter les étapes. La France, c'est Napoléon, est militaire. La France, c'est De Gaulle, est militaire. Et après, maintenant, les politiciens sont venus. Pourquoi ils ne veulent pas que ça soit le cas chez nous? Les États-Unis, c'est George Washington. C'est un militaire. Mais pourquoi ils ne veulent pas que ça soit le cas chez nous? Les Fidel Castro, là, sont des militaires, des révolutionnaires qui ont pris des armes. Mais pourquoi ils ne veulent pas que ça soit le cas chez nous? Les militaires vont libérer les pays d'Afrique. Et ensuite, ils vont mettre en place des institutions comme John Rawlings a fait au Ghana. Donc, nous, on a besoin de tels militaires. Il faut multiplier les John Rawlings. Il faut les multiplier partout en Afrique. Et rien de ce qu'ils vont faire ne pourra empêcher les militaires patriotes d'accéder au pouvoir en Afrique. C'est la révolution africaine. Elle est inévitable et elle est inarrêtable, madame. C'est bientôt la fin de l'émission. Alors, votre dernier mot, Général Issa Diawara. Bon, moi, je pense... mon dernier mot, c'est à l'endroit de Macky Sall aujourd'hui. Parce que l'autre là, le président Poutine l'a recadré, peut-être il n'a pas bien compris. Moi, je vais expliquer ça en français facile. Poutine l'a recadré sur 2 points. Puisque lui, il est allé, c'était pour commander les blés encore. Manger les blés une fois de plus. Il dit de lever les restrictions, en tout cas au commerce international, pour que les blés circulent. Mais Poutine lui a dit, mais attends, Macky, tu te trompes aussi? Ou bien tu ne comprends pas la géopolitique. Ou bien dans ça même il y a la géostratégie. Tu ne peux pas me demander de libérer les blés pendant que moi aussi on bloque, en tout cas moi, mes produits. Tu peux me demander de libérer les blés pour renforcer celui avec qui je suis en train de me battre. Tu me demandes de libérer les blés cultivés par mon ennemi. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle les blés ukrainiens, ce n'est pas les blés ukrainiens, c'est les blés américains. Ah oui, Macky Sall n'a pas ces données peut-être. Les terres cultivables de l'Ukraine ont été achetées par 3 grandes entreprises américaines. C'est ce que Macky Sall ne sait pas. Donc ce sont les Américains qui veulent produire le maximum du blé là-bas et veulent vendre ça au monde. Et l'Occident a besoin en tout cas de faire fonctionner son industrie. Et lui, il va plaider pour ça. Il dit, mais Macky Sall, tu viens me demander de lutter contre le néocolonialisme. Et au même moment, tu me demandes encore d'aider le néocolonialisme à s'autofinancer. Ça ne colle pas.
C'est pourquoi Poutine dit que lui, il va donner gratuitement du blé à 6 pays, dont le Mali, le Burkina et l'Érythrée. Parce que pour lui, ce sont des pays aujourd'hui qui se libèrent. Macky Sall, si tu veux du blé, il y en a. Mais libère-toi d'abord. Accepte d'abandonner l'Occident. Arrête de jouer au double jeu, tu n'es pas plus malin. Les services secrets russes sont 10 000 fois plus rapides que n'importe quel service secret que toi tu connais. Tout ce que tu fais là, on a les informations. Hein. C'est ce que Macky Sall ne sait pas. Pour lui, il est caché. Or, les Ivoiriens disent là où tu crois que tu es caché là, c'est là-bas qu'ils dorment. Les Russes la voient tout le monde. Ils ont des satellites très, très poussés. Et deuxième point, là où il a recadré Macky Sall, Macky Sall voulant se montrer peut-être un vrai Africain. Ouais, on veut plus d'aide. Oh, Poutine lui a dit non, mais moi je veux d'aide. Mais entre nous là, nous qui sommes les victimes, comme Ibrahim Traoré dit, le capitaine Ibrahim Traoré dit là, nous qui sommes les oubliés. Mais si entre nous on ne s'entraide pas, entre nous là, si on ne s'entraide pas, mais comment on va les vaincre? Il faut que la Russie accepte d'aider le Mali. Il faut que le Mali accepte d'aider le Burkina, que le Burkina accepte d'aider le Mali, que nous on accepte d'aider le Niger. C'est comme ça qu'on peut gagner. Comment tu veux qu'on gagne sans qu'on s'entraide? Ça encore, c'est un discours occidental. C'est ce qu'ils disent pour que nous-mêmes, nous qui sommes les opprimés, on ne s'entraide pas, on continue de se sanctionner entre nous. Comme la CEDEAO doit sanctionner le Mali, doit sanctionner, je ne sais pas, la Guinée, le Burkina. Nous, on continue de se sanctionner entre nous et eux, ils vont rester tout puissants, ils vont continuer à régner sur nous tous. Au lieu que nous nous donnons la main pour qu'on réussisse ensemble à renverser leur système, on doit continuer bien sûr à se battre entre nous et ils seront toujours au-dessus. Ils vont dire bon, c'est bon, maintenant tu as suffisamment cassé la gueule à l'autre là, arrêtez de vous battre. Macky Sall, il n'a rien compris dans les notions, en tout cas des relations internationales, malgré qu'il a été chef d'État pendant plusieurs années. Mais j'en vais un peu aussi à ses conseillers. Il faudrait peut-être donner des cours de géopolitique, de géostratégie à certains leaders africains, à certains chefs d'État. Cela va éviter qu'ils partent se faire ridiculiser devant le monde, parce qu'après tout, ce sont nos frères. Ce sont des Africains. Donc s'ils doivent parler, ils doivent se montrer, ils doivent montrer à Poutine, Thierry, je suis Africain, mais moi j'ai un niveau plus élevé que toi. Ça, c'est notre fierté. Nous serons très fiers de cela, même si on est opposés idéologiquement. Même nous restons Africains, on doit s'entraider face aux autres. Mais Macky Sall, une fois de plus, il a montré son très faible niveau. Je pense qu'il doit se remettre à jour très rapidement pour essayer de bien défendre les dossiers du Sénégal et de l'Afrique à l'extérieur. Je vous remercie, madame. Voilà, c'est ce qui met fin à cette émission d'analyse de géopolitique. Nous avions comme invité le général Issa Diawara, analyste géopolitique, géostratégie. Merci, général, d'avoir accepté notre invitation. Ah, je vous remercie. Voilà, grand merci également à vous qui nous suivez sur Gandhi Malin TV. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.